Vive l'Espagne, levez les bras enfants du peuple espagnol, qui ressuscite à nouveau. Gloire à la patrie qui sut suivre le chemin de la mer vers le soleil. Gloire à la patrie qui suit suivre le chemin de la mer vers le soleil. Bon, comme vous savez, l'hymne espagnol, la Granadère, la marche royale, officiellement n'a pas de lettre. C'est une traduction de la lettre qu'avait mis José María Peman à l'époque finale de la guerre civile. Bon, continuons nos récits, mes récits anciens, sur le mouvement national espagnol. Les épisodes de la guerre civile. D'une part et autre, la guerre civile fut très sanglante pendant que les troupes marxistes républicaines étaient enthousiasmées par la tristement célèbre Pasionaria. Voyez-vous, c'est la photo de cette dame. Bon, cette dame était d'une famille basque, carliste, catholique. Ce n'est que par la suite que quand elle s'est mariée avec Julián Ruiz, qui était socialiste et qui était athée, qu'elle est devenue elle athée. Il y avait une sœur de ma grand-mère, une grande tante, une tante de mon père, qui disait de la Pasionaria, mais ça c'est mensonge, attendez, qu'elle disait, la Pasionaria, qu'elle avait 6 enfants et aucun était de son mari. Ça c'est faux, hein, je vous dis. Mais ma grande-tante était un peu comme ça fanatique. Bon. Les nationaux continuaient à mettre toujours leur foi dans le triomphe de l'Espagne et du général Franco. L'une des étapes des plus sanglantes de la guerre civile, c'est l'héroïsme du colonel Moscardo défendant l'ancien Alcazar de Tolède. Des milliers de soldats républicains assiégèrent l'Alcazar. Les soldats nationaux, malgré leur courage, étaient peu nombreux et leurs munitions menaçaient de s'épuiser. Le chef républicain téléphona au colonel Moscardo, qui dirigeait la défense de l'Alcazar, pour lui annoncer que si l'Alcazar ne se rendait pas, son fils Luis serait fusillé. Et pour mieux l'assurer que lui, Moscardo, était dans leurs mains, le chef des soldats républicains donna l'appareil au jeune homme. La courte conversation entre le père et le fils fut la suivante. Bonjour papa. Bonjour. Attendez, je continue. Bonjour Luis. Oui. Ils disent que si tu ne te rends pas, ils vont me tuer. Qu'est-ce que tu trouves, papa? Eh bien, tu recommandes ton âme à Dieu et tu meurs en bon chrétien et en bon espagnol. C'est ce que je pense, c'est papa. Un baiser très fort, bien fort, papa. Un baiser bien fort, mon fils. Ainsi, dans l'histoire de l'Espagne, se renouvelait l'héroïsme de Guzmán el Bueno. Luis Moscardo fut fusillé, mais l'Alcazar fut sauvé. Car quelques jours plus tard,
le général nationaliste Varela entrait triomphalement dans Tolède, au milieu des acclamations populaires. Lorsque, le 29 juillet 1936, le général Franco, encore chef des forces d'Afrique et du sud de l'Espagne, visita l'Alcazar, le colonel Moscardo déclara que l'une des plus grandes ambitions de ce monde avait été de sauver l'Alcazar. En récompense perpétuelle de cet héroïsme, le gouvernement national accorda la lauréade de Saint-Ferdinand collective à tous les défenseurs et personnels au colonel Moscardo. Comme disait le général Franco, l'histoire est trop petite pour commémorer cet acte honneur de toutes les générations espagnoles. Plus tard, le colonel Moscardo, devenu général, devint aussi comte de l'Alcazar de Tolède. C'était déjà après 1948. Les premières villes conquises par les nationaux, en plus de Tolède, furent Huelva, Tolosa, Badajoz, Malaga, Saint-Sébastien et Bilbao. Les villes de Huesca, Teruel et Oviedo furent sauvagement martyrisées, mais leurs habitants montrèrent un courage supérieur à Sagonte pendant les guerres puniques. L'une des batailles les plus importantes est celle de Belchite. Assiégée Belchite par 35 000 rouges, la ville résista avec courage. Les soldats nationaux se retirèrent uniquement quand ils virent que la défense était impossible. Le général Franco accorda à cette héroïque ville les titres de loyal, noble et héroïque. Belchite fut reconquis et ensuite par les troupes nationalistes. Le 21 octobre 1937, avec la reddition de Gijón, termina la guerre du Nord. Le 15 décembre suivant commença la bataille de Teruel. La ville avait résisté 1 an et demi à la furie marxiste et, entourée par une armée ennemie, continuellement des obus tombaient sur la ville. Les femmes, les enfants même prirent part à la bataille. Les nationaux arrivaient jusqu'aux premières maisons de Teruel dans le but de sauver les habitants, mais la neige et le froid empêchèrent de terminer le combat. Finalement, les habitants de Teruel durent se rendre. L'évêque d'alors, Monseigneur Anselmo Polanco, fut arrêté et conduit en prison parce qu'il était ennemi des marxistes. Monseigneur Polanco est la première victime des communistes. Ensuite, les nationaux reprirent Teruel et le 22 février 1938, cette ville rentrait à nouveau dans le sein de l'Espagne nationale. Le 3 janvier 1938 fut constitué par le général Franco le premier cabinet ministériel en établissant les ministères suivants: Présidence, Affaires étrangères, Justice, Défense nationale, Ordre public, Intérieur, Finances, Industrie et Commerce, Agriculture, Éducation nationale, Œuvres publiques ou travaux publics, Organisation et action syndicaliste, pendant que Franco
pendant que la France et la Russie soviétique aidaient aux Espagnols républicains, les Portugais, les Italiens et les Allemands s'allièrent aux nationaux. Le 5 février 1938, lorsque la croisière des Baléares disparaissait sous les flots, 9 enfants phalangistes chantèrent à plein poumon l'hymne du Carabsol, face au soleil. Le 24 juillet 1938, les républicains catalans passèrent l'Èbre. Alors le début de la fin, c'est le début de la fin de la guerre. Excusez-moi les petites erreurs de frappe, de tout ça qu'il y a eu, comprenez-vous, hein, c'est pas comme je voulais. Le 23 décembre suivant, le drapeau sang et or flottait sur toute la frontière de France. Le 16 janvier 1939, les forces nationalistes s'emparèrent de Tarragone, Reus, Torrega, 80 villages. Le premier gouvernement nationaliste présidé par le général Franco se composait des suivantes personnes: ministre des Affaires étrangères, général Gómez Jordana, justice, comte du Rodezno, défense nationale, général Dávila, ordre public ou travaux publics, Martínez Aníbal, intérieur, Ramón Serrano Suñer, c'était un beau-frère de l'épouse du général Franco. Finance, Andrés Amado. Industrie et commerce, Juan Antonio Suances. Agriculture, Raimundo Fernández Cuesta. Éducation nationale, Pedro Sainz Rodríguez. Travaux publics, Alonso Peña. Et action syndicale, González Bueno. Franco était le successeur de José Antonio au sein du Conseil national de la phalange espagnole traditionnaliste des jointes officielles nationales syndicalistes. C'est donc comme chef national de la phalange que le 2 novembre 1937, il jurait avec tous les conseillers présents de servir à la grandeur, à la liberté et à l'unité de l'Espagne. Ce serment fut solennellement prêté sur les évangiles devant le primat des Espagnes, son éminence le cardinal Goma. Déjà le 1er octobre 1937, anniversaire de l'exaltation à la suprême magistrature de l'Espagne, le général Franco, ce dernier institua l'ordre impérial du joug fléché rouge, pour récompenser les grands serviteurs et amis de l'Espagne nationale. Les premiers à recevoir cette distinction furent le roi Victor Manuel III d'Italie et son premier ministre Benito Mussolini, et le Führer de l'Allemagne, Adolf Hitler. Les travailleurs et les ouvriers espagnols accueillirent avec joie le fuero du travail, la charte du travail, disons, sorte de constitution ouvrière destinée au règlement du travail, puis à prendre par le Conseil national de phalange et par le gouvernement de Burgos du 9 mars 1938. Le fuero, la charte du travail, a été longuement considérée comme une œuvre maître du régime franquiste. De nouveau, nous reparlons des offensives de la guerre. Le 4 février 1939, les nationaux entraient dans Gérone. Le 26 janvier 1939, Barcelone, la grande capitale des Catalans, accueillait avec enthousiasme les partisans franco, naturellement.
le drapeau sans et hors des nationaux, pendant que les dirigeants du gouvernement autonome de la Generalidad s'enfuyaient à la frontière française. Avec la prise de Gérone, c'est fini, l'offensive de la Catalogne. Et le 23 mars suivant se déclencha la dernière offensive de guerre. Le 28 mars, Madrid était délivré. Le 29 et le 30 se rendaient aussi aux nationaux les villes de Jaén, Cuenca, Guadalajara, Ciudad Real, Albacete, Almería, Murcia, Carthagène et Valence. Et cette dernière était la capitale de l'Espagne républicaine. Il avait donc fallu 3 ans pour sauver l'Espagne de l'anarchie dans laquelle elle était tombée. Le gouvernement républicain résida d'abord à Madrid, mais plus tard, à cause de circonstances, il siégea à Valence. C'est de là que le président Azaña, le premier ministre Juan Negrín s'enfuyèrent à l'étranger. Ce n'est pas exact. Premièrement, Negrín est resté jusqu'au final. Azaña est parti un peu avant. En emportant l'or de leur patrie, qui se trouve aujourd'hui dans les banques mexicaines ou soviétiques. Tous les pays du monde reconnurent au gouvernement de Franco comme gouvernement légal, sauf l'Union soviétique. La France, dont beaucoup de ses fils luttèrent dans les rangs des brigades internationales, non. Brigade internationale du maréchal. Un autre jour, nous continuerons.